Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors, je vous le disais hier, c'est un certain nombre d'éléments logistiques. Mais j'en suis finalement ravi parce qu'on va pouvoir discuter avec Denis Père, seul rescapé de l'émission de débat qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. Donc, Denis Père, l'entrepreneur Denis Père, mais aussi l'engagé Denis Père. Donc, on va discuter avec lui de la situation en Ukraine, de la situation de l'énergie, puisque c'est là-dedans qu'il entreprend, et puis de la campagne présidentielle. Et ensuite, justement, on discutera, c'est un des mots qui va revenir de plus en plus souvent, dividendes salariés. Vous allez voir ça, c'est Bismart. Donc Denis Père est avec nous. Bonjour Denis, entrepreneur. Aujourd'hui ton aventure, mais on va en dire un mot d'ailleurs, hein, c'est Nature and People First. Et puis évidemment impliqué dans la vie politique et on va en parler. Et puis tu as une réflexion globale, on en avait parlé ensemble, tu as écrit un bouquin d'ailleurs très intéressant là-dessus, sur la marche du monde, le système économique mondial aujourd'hui, en tout cas celui des pays développés. Ma première question, c'est ça. Est-ce que ça change ta vision du monde, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ? Est-ce que ça change ma vision du monde ? Je suis sidéré, comme beaucoup de gens, devant la violence inouïe qui s'abat sur ces populations qui vivaient en paix et qui n'avaient pas fait grand-chose pour mériter ça, même rien du tout, hein, pour la plupart, évidemment, s'agissant des civils, avec des maternités bombardées, des scènes absolument épouvantables. Ça m'interpelle surtout sur la dimension environnementale et la transition énergétique, qui est un domaine que je connais effectivement bien maintenant. Mais tu portes une vision, Bismart aussi porte une vision, je vais le dire comme ça, finalement assez positive et optimiste de l'histoire. Être libéral, c'est quand même, à la fin des fins, faire confiance à l'homme individuel dans sa capacité à résoudre les problèmes au fur et à mesure où il se pose. Et à un moment, il y a un gars là, pas très loin de nous, qui nous dit qu'il est, moi c'est l'expression, qu'il n'est pas repu. Il a tout et pourtant il en veut encore. Absolument. Et il détruit tout ce qu'on a construit. Absolument, il veut réinventer l'Union soviétique, non, c'est absolument dramatique. Et puis on a créé des interdépendances avec lui qui sont considérables. Et moi je pense qu'il faut arrêter de créer des interdépendances avec des gens qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas sur les mêmes systèmes de valeurs que nous. Je pense que le libre-échange marche extrêmement bien entre pays qui se ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui respectent l'homme et la nature, qui ont des normes sociales, des normes environnementales qui se ressemblent, et que créer des interdépendances entre des pays qui se ressemblent, c'est pas grave. Donc une vaste zone de libre-échange à l'échelle des démocraties libérales qui représentent 50% du PIB mondial, ça marche très bien. Mais créer des interdépendances avec des pays comme la Russie ou comme la Chine, on en voit les conséquences. On se met en situation de dépendance de gens qui ensuite vont l'exploiter contre nous. Et on voit bien la situation de l'Allemagne qui est extrêmement compliquée aujourd'hui, qui est ultra dépendante, le reste de l'Europe, mais l'Allemagne spécialement, ultra dépendante du gaz russe en particulier, et qui n'arrive pas à réagir, et qui nous met dans des situations qui sont moralement extrêmement critiquables. Je l'ai déjà dit ici, j'ai eu la chance de discuter personnellement avec deux grands chefs d'entreprise qui ont fait le pari de la Russie. Carlos Ghosn, au moment du rachat d'Avtovats, et Frédéric Oudéa, quand il a vraiment lancé Société Générale dans cette aventure russe. Il disait la même chose que toi, Denis, c'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient face à un pays qui allait sortir de l'état, on va dire, de moyen développement dans lequel il était, et qui allait devenir un grand marché de consommation, de liberté. En plus, il y a une dimension artistique, une puissance artistique en Russie extraordinaire. Voilà, ils ont fait ce pari-là, ils se sont trompés. Après, quand on analyse quand même de plus près le régime russe, je veux dire, Poutine, depuis longtemps, quand même, est un dictateur. Enfin, c'est connu. C'est quelqu'un qui a fait assassiner des journalistes, qui a fait assassiner des opposants politiques. Enfin, tout ça, c'est quand même pas très, très nouveau. Donc, dire, je fais le pari que la Russie va devenir une démocratie libérale. Il y a une phase de transition. Mais je pense que c'était un pari risqué. Voilà, c'était un pari risqué. Après, il y a des gens qui disent, qui sont encore plus optimistes que nous deux, qui disent que c'est la fin de Poutine. Je ne sais pas si tu as vu Adler. Bien sûr. C'est la fin de Poutine. Ça y est, Poutine, il est en train de sortir de façon misérable. Et avant d'assister à ce que tu décris. Mais ça reste un pari quand même. Et ça l'était déjà quand ils se sont lancés là-bas. Moi, j'ai un petit peu observé effectivement la Société Générale en Russie. C'est intéressant parce que à l'époque de Kiala, j'avais examiné la possibilité de nous lancer en Russie. J'étais allé et en fait, ça n'était pas possible sauf à Saint-Pétersbourg et à Moscou parce que c'était les deux seules villes où la Société Générale était présente et pouvait nous permettre de lancer notre service en faisant du cash on delivery, c'est-à-dire en collectant le paiement à la livraison. Sinon, le système de paiement russe, système bancaire russe, était
beaucoup trop rustique. Et en fait, on n'y est pas allé parce que on a assez vite senti quand même qu'on se mettait dans des situations qui étaient très compliquées. Le transporteur qui allait assurer le transport des colis, il était en fait très proche du dirigeant de la poste russe, tout en étant son concurrent. Des situations. C'était quelle année ça à peu près? 2010-2011. Ouais. Et donc on n'y est pas allé pour ça, en se disant. Ça sent mauvais. C'est pas. On y était poussé par nos clients. On y était poussé par nos clients allemands en particulier, qui étaient pratiquement tous présents là-bas, par des gens comme Yves Rocher en France aussi, qui étaient très présents. Puis il y avait des startups dans la tech, des petits Amazon locaux, des e-commerçants très dynamiques, dont un qui avait été monté par un Français. Donc c'est vrai qu'il y avait tout un contexte qui était très séduisant. Mais ce qui nous a arrêtés, c'est le contexte qui n'était pas clair, quoi, qui n'était pas clair. Ouais, je comprends. Et donc oui, ils ont fait ce pari-là, et après on peut pas leur en vouloir, c'est un pari d'entrepreneur, mais ils l'ont fait très tôt quand même. Ils l'ont fait très tôt. Face à un régime qui n'avait pas prouvé quand même qu'il était vraiment en transition, quoi. Alors là, il l'est peut-être effectivement. À l'époque, on y croyait tous furieusement. On voulait y croire. On voulait y croire. C'est vrai qu'ils sont très proches. C'est vrai qu'ils sont très proches de nous aussi. Enfin, quand on rencontre des Russes, c'est vrai qu'il y a quand même une très grande proximité culturelle, bien entendu. Évidemment. Mais bien entendu. Enfin, c'est des chrétiens orthodoxes. Il y a une très grande proximité culturelle et il y avait cet élément, et je me souviens, on en avait parlé avec Carlos Ghosn. J'y pense comme ça, pardon, c'est une petite. Mais il a racheté l'ADA, voilà, en fait. Et l'état de décrépitude de l'outil industriel était tel que les gars racontaient que donc tu fais une ligne de production sur une journée, et puis ensuite, à la fin de la journée, tu enfermes un chat dans une des voitures. Si le lendemain matin, le chat est encore dans la voiture, alors c'est un contrôle qualité. Ça veut dire que la voiture peut aller rouler. J'ai pas réussi à sortir. Je referme la parenthèse. Mais il y avait justement cette idée qu'on était dans une transition profonde avec des gens qui aspiraient, tous, y compris le pouvoir. Le pouvoir, c'était plus subtil, plus compliqué. Moi, je me souviens avoir interviewé une directrice générale, l'avoir recrutée d'ailleurs, et dès qu'on parlait de sujets autres que de sujets professionnels, elle se refermait complètement quand même. C'était une société de contrôle, c'était pas loin de l'Union soviétique quand même. Donc la liberté, ça respirait pas la liberté. Et il y a un côté malédiction des matières premières, tu dirais aussi, ça fait furieusement penser à un certain nombre de pays africains qui n'en sortent pas. Mais bien sûr. Et c'est très dommage parce qu'ils avaient par ailleurs, ils ont un talent fou, ils ont des ingénieurs extraordinaires. Moi j'ai vu aussi les sociétés occidentales se précipiter en Russie à la chute du rideau de fer. À l'époque, j'étais business objet, on cherchait des développeurs. Les meilleurs développeurs au monde, c'était les Russes, qui étaient habitués à coder à toute vitesse avec des contraintes formidables de ressources parce qu'ils étaient habitués à des CPU qui étaient toutes petites, qui avaient très peu de ressources, très peu de mémoire. Donc c'était des types géniaux. Ils ont des ingénieurs extraordinaires. Ils ont conçu. Ils sont allés dans l'espace avant nous, les Occidentaux. C'est des ingénieurs extraordinaires. Donc c'est vrai qu'ils ont un potentiel phénoménal et que pour l'instant, les régimes politiques n'ont pas su valoriser ce potentiel et les ont plutôt écrasés sous la bêtise, quoi. Alors énergie, allons-y sur l'énergie, c'est-à-dire ta réflexion. Donc Nature and People First, faut le dire d'un mot. Toi, tu mets en place des systèmes qui sont quasiment autonomes dans leur fonctionnement, c'est ça le sujet. En fait, nous on met en place des systèmes qui permettent de gérer l'intermittence des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est formidable, le solaire, l'éolien, sauf qu'il n'y en a pas tout le temps. Il n'y a pas tout le temps du soleil, il y a du vent. Et donc on a besoin de puissance considérable à certains moments de la journée, quand il n'y a plus de soleil ou quand il n'y a plus de vent. Et donc on peut faire ça avec une technologie qui existe depuis une centaine d'années, qui s'appelle le pompage-turbinage, avec des réservoirs d'eau, du dénivelé entre les deux. Quand on a besoin d'énergie, donc quand on a l'énergie pas chère, par exemple du photovoltaïque en milieu de journée, on pompe l'eau du bas vers le haut, et quand on a besoin d'énergie à la pointe, par exemple en fin de journée, on relâche l'eau, on entraîne une turbine hydroélectrique, on récupère 80% de l'énergie qui a été stockée. Ça marche extrêmement bien. Ça a été fait dans des sites gigantesques dans les Alpes, en particulier dans les années 80. Très compliqué de faire des grands sites comme ça maintenant. Donc nous, on préconise de faire plutôt des petits sites. Le seul endroit où on peut encore faire des grands sites, c'est l'Ouest américain. J'ai un projet dans l'Ouest américain, dans l'Arizona, de 700 MW avec des associés américains. 700 MW. Ah oui, 700 MW, mais bon, plusieurs tranches, on peut monter à 6 GW même. Mais oui, c'est dans pour vous donner une idée, Fessenheim, c'est 2 fois 900 MW. Oui, voilà, c'est une petite tranche nucléaire. Mais là-bas, il y a de l'espace, on est dans un désert. Mais 700 MW, mais pas en continu, c'est-à-dire 700 MW en 4 heures ou jusqu'à 12 heures. Les utilities, les compagnies d'électricité américaines avec lesquelles on discute sur la côte ouest, nous disent, là aujourd'hui, on cherche plutôt 10 à 12 heures. C'est-à-dire que 4 heures, finalement, c'est plus suffisant. On a besoin d'équilibrer toute la nuit. C'est-à-dire qu'on a du photovoltaïque pendant la journée, et la nuit, on n'a pas de ressources, on n'a pas d'énergie. Donc, il nous faut 10 à 12 heures, effectivement, pendant la nuit. Donc, on commence à réfléchir à leur fournir 10 à 12 heures. Tu peux délivrer 700 MW pendant 10 à 12 heures. Pendant 10 à 12 heures, je peux même délivrer, sur ce site, dans la Navarro Nation, dans la nation Navarro, on peut délivrer, on a déposé 3 permis à la FERC, qui est l'autorité fédérale américaine, pour délivrer 6 gigawatts en 4 jours. Alors, mais avec une emprise au sol phénoménale.
alors forcément phénoménal. Non, sur en même temps, ils ont de la place là. Oui, exactement. 750 mégawatts sur 12 heures, c'est 25 hectares. Ce qui, à l'échelle du désert de l'Ouest américain, à cet endroit-là, est pas grand-chose. On est dans un désert. En plus, il n'y a pas d'espèces rares, protégées. Et s'il y en a, on se déplace parce qu'il y a beaucoup de place. Et on est au pied d'une mesa, ce qu'on appelle une mesa, les fameuses tables, comme dans Lucky Luke, là, les maisons, les montagnes en plateau, Je vois très avec bien. des chutes verticales très importantes. Et donc, on peut effectivement en construire un certain nombre sans beaucoup de contraintes, donc sans aucune contrainte. Et tu penses, parce que c'est intéressant, parce que ça va nous amener sur un sujet de renaissance industrielle, c'est-à-dire, ce serait ça une solution, par exemple, à l'intermittence allemande ? C'est ça, oui, exactement. Alors, pas forcément cette taille colossale, parce que ça, on peut le faire dans l'Ouest américain, ou on peut le faire en Chine aussi, surtout qu'en Chine, il n'y a aucune opposition, on peut faire ce qu'on veut au plan environnemental. Mais alors qu'aux États-Unis, il faut quand même faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais en Europe, on ne peut plus faire ça. Il n'y a plus la place. On est beaucoup trop contraint au niveau territorial. Faire un barrage sur une rivière dans les Alpes, c'est tout de suite une levée de bouclier considérable. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est des petites installations d'une douzaine de mégawatts, mais d'en faire beaucoup. Par exemple, dans les stations de sport d'hiver. On a un projet dans le Colorado, alors qu'on a un peu mis de côté parce que le projet dans l'Arizona avance très très vite actuellement, mais dans le Colorado, où on pourrait faire effectivement une station de 20 mégawatts en utilisant une retenue collinaire de fabrication de neige artificielle existante en haut de la station et en implantant un réservoir. Là, le sujet qu'on va avoir avec le gaz russe, c'est pas un sujet Non, mais on peut de stations de sport d'hiver. 350 stations de sport d'hiver, 12 mégawatts par station, on est pratiquement à 9 gigawatts, c'est colossal. Et puis après, il y a d'autres technologies qui commencent à arriver. Il y a plein de gens qui travaillent sur ces problèmes d'intermittence. Mais attends, Tous les cerveaux mondiaux de tous les pays du monde actuellement essaient de trouver des solutions. Donc il y aura forcément des solutions. Moi-même, je travaille avec des Allemands aussi qui réfléchissent à des solutions sous-marines. Enfin, il y a plein de solutions. Attends, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Faire un barrage dans les Alpes, c'est une levée de bouclier, etc. Barbara Pompili nous dit qu'il va falloir rouvrir des mines. Barbara Pompili, c'est-à-dire, bien sûr, est-ce qu'on ne peut pas avoir une modification de mindset peut-être face à cette dépendance? Ah mais bien sûr, Stéphane, bien sûr. Après, bien sûr, il faut tout envisager, mais pour aller vite quand même, pour aller vite et éviter effectivement des mobilisations. Il faut se rappeler quand même du barrage de Sivins il y a quelques années, qui a dégénéré. Je crois. Alors, c'est possible, hein, non mais tant mieux. Après, sans faire n'importe quoi. Mais en tout cas, moi j'ai une solution à court terme qui est disponible, qui est prouvée. On peut en faire 600 dans les Alpes, plus de 600, 700, 350 x 2, tu sais, 12 MW chacune. le pays le plus dépendant Dans les 4 ans, on a 9 gigawatts en 4 heures. On les a. Et à des coûts qui sont très raisonnables. Parce qu'on travaille avec des solutions existantes, avec des pompes d'irrigation existantes, avec les conduites forcées. C'est des conduites forcées qu'on utilise dans la voirie, par exemple. Fabriquer des retenues collinaires pour la neige artificielle, c'est pas très coûteux non plus, c'est très simple. Donc les coûts sont très raisonnables, sont compétitifs avec les batteries, qui est la concurrence principale, et qui par ailleurs crée beaucoup d'autres problèmes et de dépendance justement géostratégique. Nous, effectivement, ça va durer 60 à 100 ans, ça va prendre quelques années de construction, et ça sera disponible, et ça permettra de se passer complètement du gaz russe, effectivement, Stéphane. Complètement. Le pays le plus dépendant, on en parle peu, parce que là, c'est l'Autriche. Hein. Bien sûr. Donc là, voilà, c'est que des... Bien sûr, l'Autriche, elle a tout ce qu'il faut. Ah, mais bien sûr. Des stations de sport d'hiver, là, c'est... Bien sûr. Bon, là, ça s'applique complètement à l'Autriche. L'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, enfin, l'Italie, enfin, toutes les Alpes européennes. Ils ont fait Angela Merkel a fait une erreur historique, Denis. C'est probable, oui, en décidant de fermer les centrales nucléaires, en décidant de céder à la pression des Verts, et là, ils continuent, hein, puisqu'ils ont décidé de privilégier le charbon, hein, plutôt que de rouvrir les centrales nucléaires. Oui, mais on nous dit qu'on ne peut pas les rouvrir. Ça, je sais pas, je suis pas un expert. Mais je l'ai dit, moi, il se trouve que j'en avais discuté sur les centrales belges avec Isabelle Kocher à l'époque, donc ça remonte un peu, et elle me disait... Une barre d'uranium, ça se commande pas sur Amazon avec une livraison en 2 jours, quoi. Voilà. Et puis même les équipes techniques elles-mêmes qui sont parties à la retraite, qui sont parties, enfin voilà, c'était tout un. Toute la difficulté de la construction des EPR actuellement, on voit bien, hein, on n'a plus le savoir-faire et donc on met des années, ça coûte extrêmement cher. C'est pour ça d'ailleurs que le nucléaire est clairement une solution et il faut se féliciter qu'Emmanuel Macron ait effectivement changé d'avis par rapport à ça et décidé d'ouvrir un certain nombre d'EPR, mais il va falloir 10 ou 15 ans, les coûts vont être très élevés. Les renouvelables aujourd'hui, c'est une solution rapide et pas chère. À condition effectivement d'avoir des solutions pour gérer l'intermittence. L'éolien en mer, l'appel d'offres gagné par EDF Dunkerque il n'y a pas très longtemps, on est à 44 € du mégawattheure. Alors certes intermittent, mais par rapport à 100 ou 120 €. Non, mais il y a un grand débat. Enfin bon, bref, il y a un grand débat là-dessus parce que tes 44 €, c'est pas comme le dit le fameux Jean Covici, c'est pas système contre système. Non, tes 44 €, on est d'accord. Voilà, bien sûr, je l'ai dit, mais donc c'est pas 44 €. 44 € avec un facteur de charge de 45 à 50%, parce que les dernières éoliennes dernière génération en mer, donc avec un maximum de vent, elles fonctionnent 45 à 50% du temps, et le reste du temps, il faut des solutions comme celles que je préconise.
Non, mais tout le sujet, en fait, mais j'entends ce que tu dis et les puissances que tu es capable de délivrer, mais je voudrais être sûr que tu es capable de faire de l'aluminium avec l'ensemble de ces systèmes. Voilà, en fait, c'est ça le sujet. Oui, alors faire de l'aluminium pour tout ce qui est charge industrielle, grosse charge industrielle. Tout ce qui est charge. Regarde ce que fait Thierry Leperc, qui est un ancien patron d'Engie, entrepreneur connu aussi dans les renouvelables. Tu devrais l'inviter. Mais je le connais, Thierry Leperc. Il a dû te parler. Il faut que tu l'invites. Bien sûr. Thierry Leperc, il est en train de travailler sur la décarbonation des aciéries d'Asturie. Grâce à l'hydrogène. Grâce à l'hydrogène. De l'hydrogène produit avec du PV, du photovoltaïque pas cher en Espagne, à 15 € du mégawattheure. Oui, mais c'est pas ça qui délivre la puissance électrique dont tu as besoin. Ça délivre, il remplace le gaz naturel sans subvention. Oui. ArcelorMittal lui a dit, moi je veux pas de subvention parce que les subventions ça peut s'arrêter demain et je m'engage sur 30 ans. Et donc il s'engage aujourd'hui avec une solution hydrogène non subventionnée pour sortir le gaz naturel. Et le gaz naturel à l'ancien prix, avant le conflit avec la Russie. Bon, parlons de la France et parlons de la politique. Je sais pas si je peux t'interroger sur Valérie Pécresse, sur la façon dont tu regardes le truc. J'en parle librement. Simplement, je me suis engagé à un moment donné momentanément pour être un aiguillon, essayer de mettre dans le débat un certain nombre de thèmes qui me paraissaient importants. Mais aujourd'hui, je ne suis pas un soutien officiel de qui que ce soit. Je me suis retiré. Elle m'a proposé de la rejoindre. D'ailleurs, elle a été très bienveillante pendant toute cette campagne qui était très compliquée puisque la direction des Républicains ne voulait pas de moi. Elle a toujours été très bienveillante. Elle avait compris que c'était pas idiot d'avoir quelqu'un comme moi qui était un aiguillon, qui amenait des idées. Elle m'a proposé de la rejoindre. Elle m'a même pas mal aidé. Enfin, je peux pas tout raconter, mais pendant ma campagne compliquée, elle m'a pas mal aidé. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rester neutre. J'ai repris d'ailleurs mon travail de développeur. Ce corner idéologique dans lequel elle est. Enfin, je lisais ce matin dans le Figaro, évidemment, une source anonyme qui disait, ça me semblait très très juste, le vote légitimiste, il est pour Macron, le vote idéologique, il est pour Zemmour ou à la limite pour Mélenchon, et elle est dans un espèce de corner inexistant. Je trouve que c'est un résumé. Tu avais une place compliquée à trouver, oui, quand il y a même. Une place compliquée à trouver, bien sûr. Je pense ce qui est dommage, c'est qu'elle a quand même repris un certain nombre de thématiques qui me semblent importantes et qui avaient connu un succès important en 2017 avec une bonne partie de l'électorat de droite. Le programme de Fillon, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi j'y étais allé. J'avais, je pense, un peu influencé le programme de Fillon. Il m'avait sollicité, à l'époque j'étais Nous Citoyens, je venais d'ailleurs de passer la main à Cavada, et Fillon me sollicite, me dit, Denis Père, qu'est-ce que vous pensez de telle et telle mesure? Et j'avais beaucoup préconisé une baisse de la dépense publique, un non-remplacement d'un certain nombre de fonctionnaires qui partent à la retraite, et les fameux 500 000 suppressions de postes, pas licenciement, mais suppression de postes, en s'appuyant sur les départs à la retraite. Il y a quand même 200 000 fonctionnaires qui quittent la fonction publique chaque année quand même. En incluant les départs à la retraite, plus les démissions, quelques décès malheureusement, on a 200 000 fonctionnaires, donc 1 million sur un quinquennat. Et donc en s'appuyant là-dessus, il y avait moyen de faire des choses. Et Fillon, 1 million sur un quinquennat, ça veut dire que toi, tu es dans l'idée que sans douleur, je vais le dire comme ça, tu ne peux en remplacer qu'un sur deux. Je pense, absolument. Sans douleur, en travaillant sur ce qui est évident aujourd'hui, qui a été mis en évidence par la pandémie, en particulier dans le système de santé, mais qui est vrai partout, qui sont ces fameux effectifs des services centraux administratifs qui sont pléthoriques. On est très au-dessus de la moyenne européenne dans tous les domaines. Dans la santé, c'est des chiffres OCDE que tu connais sûrement. On a 35% du personnel qui ne voit jamais un patient, quand c'est 24% en moyenne en Europe. C'est-à-dire qu'il y en a qui font mieux. Donc c'est 11 points d'écart. C'est des milliards d'euros à l'échelle de l'État, dans toutes les administrations, parce qu'on trouve ça partout, c'est des dizaines de milliards d'euros. Et donc travailler effectivement sur l'efficacité des systèmes centraux, des systèmes administratifs centraux de support, il y a moyen, effectivement, je pense, de supprimer beaucoup de postes de fonctionnaires sans douleur. Sans douleur, mais il faut faire ce travail de pédagogie, il faut faire ce travail de management, il faut faire une révolution organisationnelle et managériale, Stéphane. Et ça, c'est vrai que nos dirigeants politiques, ils n'ont pas tellement cette expertise-là. Moi, quand je vois fonctionner, et tout manager, je pense, à ma place le ferait, quand je vois fonctionner le système de santé publique français, je tombe de ma chaise. Enfin, je veux dire, c'est un système qui est d'une inefficacité absolument phénoménale. Je veux dire, des principes de management qui sont effarants. Il n'y a pas, par exemple, de principe de réplication des meilleures pratiques. Il y a un hôpital à Valenciennes qui fonctionne extrêmement bien, hôpital public, sur les principes de l'hôpital privé, d'ailleurs à but lucratif ou non, avec des équipes qui ont une autonomie, liberté, responsabilité, qui ont des budgets, et donc ça marche extrêmement bien. Le système public, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un dans les ARS qui vient compter le nombre de compresses utilisées. Donc une lourdeur invraisemblable, des coûts invraisemblables. Et donc ces principes de management de Valenciennes, tel que tu le décris, l'État s'auto-inflige ses propres peines. Oui, complètement. Ouais, complètement. C'est effrayant. Et ce qui est terrible au bout du compte, c'est que finalement, ils ont des moyens considérables. C'est-à-dire que le système hospitalier public français, il a 30% de moyens de plus que le système privé,
Alors, soi-disant parce qu'ils forment les étudiants, je ne sais pas quoi. Bon, 30%, c'est quand même considérable. Oui, mais c'est vrai, c'est pas. Oui, c'est oui, vrai, mais les étudiants, ils forment les étudiants. mais les étudiants. Après, on ne sait pas si ça coûte aussi cher que ça. Voilà, quoi. les étudiants, les internes, ils travaillent 60 heures par semaine, ils sont payés 3 cacahuètes. Hein, donc, bon, je pense qu'au contraire, c'est plus. Ça donne de la productivité. Donc, ils sont motivés, ils en veulent. Bon. Et donc, ils ont 30% de ressources de plus et ils ont des pénuries de main-d'œuvre. Ils n'arrivent pas à recruter, à fidéliser. Et les fonctionnaires en première ligne sont les premières victimes. C'est ce qu'il faut dire d'ailleurs. Moi, j'en ai rencontré pendant ma campagne. J'ai rencontré des fonctionnaires dans le système de santé, dans le système éducatif aussi, qui se plaignaient de la lourdeur des procédures administratives, des reportings qui servaient à rien et de l'absence, par contre, de moyens en première ligne. C'est-à-dire qu'on arrive à ce paradoxe où on est le pays qui a les impôts les plus élevés au monde, les moyens publics les plus élevés au monde et qui a des pénuries dans ses services en première ligne. À un point, enfin, on n'en parle pas beaucoup, mais Amélie de Montchalin a quand même tiré le signal d'alarme sur les recrutements. Elle lance une marque employeur pour essayer de travailler l'attractivité de l'État. C'est bien de s'en préoccuper. C'est bien de s'en préoccuper. Oui, mais c'est un sujet. C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur sur lequel, pour le coup, Macron a totalement échoué. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'en est pas occupé, quoi. Il s'est occupé d'autres sujets, mais ça, il s'en est pas occupé. Effectivement, c'est dommage. C'est dommage. Il avait dans son programme la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, et il n'en a pas supprimé 120 000. Il a plutôt laissé en rajouter un certain nombre, à peu près autant, d'après ce que j'ai compris. Mais il a fait d'autres choses. Hein. Attention. Non, mais on va y aller sur son bilan. Mais c'est pas ça. C'est un sujet dont il s'est pas occupé, c'est clair. Mais je veux juste encore un mot sur. Bon, c'est pas un mystère que sans doute Valérie Pécresse ne sera pas au second tour. Est-ce que tu crois que, recomposition de la droite, on voit bien que Édouard Philippe est en embuscade, des noms comme Jean-Pierre Raffarin qui sont là aussi à un moment ou à un autre pour essayer de recomposer les choses. Il y a plein de scénarios possibles. Les gens des Républicains, je crois, rêvent surtout d'une espèce de troisième tour au moment des législatives. En disant, voilà, on a une présence régionale, ce qui n'est pas faux. Hein, oui, mais il faut avoir quelque chose à vendre. Alors ils ont ce programme qui est peut-être pas suffisamment entendu. Mais ils ont un vrai programme. Elle veut supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Mais c'est fini, elle ne dit plus, Denis. Si, elle a encore dit il y a quelques jours, là, à ma connaissance. Le comité de la Hache. Oui, voilà, le comité de la Hache. J'ai l'impression qu'elle l'a oublié, son comité de la Hache. Non, je ne crois pas. Non, elle en parle. Puis elle parle aussi de la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Et elle l'explique un peu comme je l'ai fait. Elle va moins loin. Je trouve qu'elle pourrait aller plus loin, expliquer effectivement que ça ne sera pas un drame, qu'il y a des marges de manœuvre, que ça sera même une bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Ça permettra d'augmenter les salaires d'un certain nombre, de diminuer la pression administrative dont ils sont la première victime, souvent. La pression bureaucratique en tout cas. Donc voilà, mais c'est toujours dans son programme et c'est dommage que ce soit pas plus entendu. Parce qu'elle n'ose pas. Parce qu'elle n'ose pas, parce qu'elle ne sait pas exactement où se positionner en fait. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est plus mon problème. 65 ans, Macron. Donc c'est à la une des Échos ce matin. On peut leur faire confiance quand même. C'est bien. C'est pour finir de siphonner la droite. 65. Oui. Et puis c'est parce que je pense que c'est en train de s'imposer. Enfin, je veux dire à un moment donné. C'est beaucoup 65 ans, Denis. Même quand tu fais. L'Allemagne est à 67. Est en train de passer. Et l'Allemagne est plus vieille que nous. L'Allemagne n'a pas la même démographie, que la nôtre. Et alors, il faut quand même qu'il 67 ans. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Emmanuel Fumeau, grand spécialiste des retraites, qui était avec nous hier, que tu connais sans doute, Maximis Retraite, membre de Croissance Plus. Même lui, il dit 65 ans. Bon, c'est très bien, pourquoi pas. Mais c'est plus un totem, j'ai l'impression, que quelque chose de véritablement opérationnel. Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'on entre dans une phase là où après le quoi qu'il en coûte du Covid, après le quoi qu'il en coûte qui est en train d'arriver du choc énergétique, les finances publiques sont quand même dans une situation qui était déjà avant pas extraordinaire, mais qui deviennent extrêmement compliquées. Alors on a bénéficié d'un contexte extrêmement favorable où les banques centrales laissaient, et les frugaux et les alliés européens laissaient faire, mais ça ne durera pas indéfiniment. Donc je pense qu'il y a peut-être un réalisme aussi par rapport au fait qu'il faut vraiment peut-être maintenant engager les réformes structurelles. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait déjà essayé une réforme des retraites, qui n'était pas celle-là, qui n'était pas une réforme paramétrique simple, qui était beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus compliquée. Donc là, il préconise effectivement quelque chose de plus simple, mais qui, au bout du compte, est censé faire des économies. Oui, absolument. Une trentaine de milliards, moi c'est ce que j'avais estimé, c'est à peu près ça. 30 milliards, c'est bien, c'est pas suffisant, cela dit. Il faudra faire aussi tout ce que j'évoquais tout à l'heure sur la révolution administrative qui est nécessaire, révolution managériale aussi, organisationnelle, et je pense que ça devient nécessaire. Je pense que les circonstances font que ça devient nécessaire. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas nous laisser indéfiniment continuer à avoir des finances publiques qui dérapent. On a activé tous les leviers, Stéphane. On a activé les impôts, on a activé la dette. On a activé la banque centrale, on a activé la fausse monnaie, diront certains. Non, il faut mais il se trouve que là, tu es quand même dans un contexte européen. Justement, les fameux frugaux. Suède, États baltes, Autriche.
peut-être qu'ils regardent le monde différemment. Quand les Allemands te disent on va mobiliser 100 milliards pour l'industrie de défense, réserver 60 milliards qu'on aurait dû remettre au budget commun pour la transition énergétique, tu vois, en fait, j'ai l'impression que les responsables politiques français peuvent encore dire encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Oui, peut-être. Alors avec un bémol quand même, c'est que effectivement, nous, on a les mêmes obligations. C'est-à-dire que nous, on va devoir aussi renforcer notre défense. On l'avait déjà commencé. D'ailleurs, Macron avait déjà commencé. Donc, on va devoir encore renforcer notre défense. Un peu moins. Disons qu'on est un peu moins désarmé qu'eux. Voilà. Moins désarmé qu'eux, mais on l'est quand même. Effectivement, le budget est, je crois, de l'ordre de 50 milliards. Il était de 30 milliards il y a 7 ou 8 ans. Donc, effectivement, ça a déjà pas mal progressé. Mais on va devoir aussi, bien sûr, financer notre transition énergétique aussi, qui est très coûteuse, bien entendu. Et puis, on a surtout notre problème de déficit structurel. Donc quand tu dois financer des choses importantes et urgentes comme ça va, mais quand en plus tu as un déficit structurel parce que tu dois emprunter pour boucler la paye des fonctionnaires, ça devient un problème, je pense, dans ce contexte-là. Et les voisins européens le savent et commencent à nous dire, je pense, gentiment, les gars, il faut quand même que vous soyez un peu plus au carré. D'où peut-être d'ailleurs aussi les 65 ans. C'est peut-être moins pour embêter Valérie Pécresse que pour envoyer des messages un petit peu partout. C'est un peu les deux, je pense. Court terme, long terme, c'est une vision. C'est une vision entrepreneuriale. Le bilan. Alors, attends, deux choses. D'abord, toi, en tant qu'entrepreneur, l'espèce de quoi qu'il en coûte systématique, c'est-à-dire le quoi qu'il en coûte énergie, autant quand tu as une fermeture administrative, c'est à peu près normal que l'État compense. Mais là, les entrepreneurs doivent assumer leurs risques, non? Moi, je suis partagé. Le problème du pays, c'est que déjà, je parle par rapport aux citoyens, sans parler des entreprises, mais on est un pays dans lequel le pouvoir d'achat est extrêmement bas. C'est pour ça que je parle des entreprises. À la limite, chèque énergie pour les... Voilà. On est d'accord. J'ai fait mon premier plein à plus de 2 € le week-end dernier. Moi, je viens, ça me pose pas de problème. Mais quand j'ai vu plus de 100 € d'addition, on est tous un peu saisis par le truc. Il y a des gens qui vont souffrir quand même. Ça va faire mal. Donc, l'aspect citoyen. Après, les entreprises, oui, je pense qu'il faut y aller modérément. Il faut regarder chaque cas particulier. Il y a des entreprises qui sont très intensives en énergie, donc peut-être qu'elles, il faut un peu les aider. Mais à un moment donné, leurs concurrents sont dans le même cas. Donc, le marché va s'adapter. Donc effectivement, je ne suis pas moi partisan d'arriver avec une lance d'incendie très coûteuse pour aider toutes les entreprises qui sont confrontées à ce problème-là. Le marché mondial est confronté à ce problème-là. Et puis, toutes les entreprises européennes. Si le gars doit mettre des panneaux solaires sur le toit de l'entrepôt et puis un petit système... S'adapter, bien sûr. Mais oui, mais donc pour ça, pardon de le dire avec un peu de brutalité, mais il ne faut pas le soutenir je suis à bout de bras. Je suis d'accord. Surtout vu la situation de nos finances publiques, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Le bilan de Macron, d'abord, est-ce qu'on peut faire un bilan pour toi vu l'impact vu l'impact des gilets jaunes, de la crise ukrainienne, de la pandémie... Il y a quand même eu quelques années... les gilets jaunes, c'est quand même quelque chose qui a été déclenché par une décision qui n'était peut-être pas la bonne, aussi, il faut quand même s'en rappeler. C'est vrai, les 80 km/h. Voilà, les 80 km/h et la taxe carbone, effectivement. Donc, mais la taxe carbone, tu ne peux pas dire que ce n'était pas une bonne décision. Non, mais ce que je peux dire simplement, c'est que dans un pays qui a les impôts les plus élevés au monde, c'est compliqué. Il y a d'autres pays d'Europe qui ont des taxes carbone qui sont beaucoup plus ambitieuses, qui sont beaucoup plus lourdes. En Suède, par exemple, ça n'a pas déclenché des gilets jaunes suédois. C'est qu'on est dans un pays où on peut plus, on est aux limites. On a tellement joué avec ça pendant 40 ans, on n'a tellement pas arrêté d'augmenter les impôts qu'on est au taquet partout maintenant. Donc on peut plus mettre en place ce genre de politique pourtant vertueuse et pourtant nécessaire. Et c'est pas la faute de Macron, c'est juste ils l'ont pas anticipé, ils n'ont pas vu que ça arrivait. Cela dit, maintenant, ça fait quand même 10 ans qu'on se prend quand même des jacqueries fiscales. C'est pas nouveau. Il y a eu les bonnets rouges pour la même raison. Bien sûr. Il y a eu les pigeons, il y a eu les tondus. Et puis il y a eu les gilets jaunes. On voit bien que chaque fois toutes les catégories de la population, en plus, on vient dégrainer là. Bien sûr. C'est ça. Donc dès qu'on essaie d'activer le levier fiscal, le levier de l'impôt, ça passe plus, quoi. Donc et alors après, on a pu activer le levier de la dette pour un certain temps. Maintenant, on peut plus. Donc je pense qu'on est au pied du mur. Et donc le bilan, si, je pense qu'on peut le faire. Il y a eu des choses qui étaient très bonnes au début du mandat. Moi, sur lesquelles d'ailleurs j'avais milité en tant que nous citoyens. Je me souviens encore tapant du poing sur la table en disant les chefs d'entreprise ont la main qui tremble quand ils signent un contrat de travail parce qu'ils savent pas comment ça va se déboucler. La barémisation, le plafonnement des indemnités de licenciement, c'est formidable. C'est quelque chose qui a activé des tas de recrutements. Et donc, quand tu as 700 000 ans, parce que le chiffre il est tombé hier de l'INSEE, 700 000 emplois salariés en plus sur l'année 2021, et on est à 380 000 de plus par rapport à 2019. Oui, c'est surtout ça qui est important. Et par rapport à 2017, c'est intéressant de voir aussi, parce que c'est surtout ça, c'est la progression sur le quinquennat, en fait, qui est intéressante. Et donc, il y a eu ça, il y a eu tout ce qui concerne l'apprentissage aussi, sur lequel j'avais beaucoup milité, l'apprentissage qui était très technocratique, qui était très peu encouragé. Il a
libéré, clairement. Et 700 000 contrats d'apprentissage. C'était vraiment indispensable. On parle de 170 000, je crois, quelque chose comme ça au début du quinquennat. C'est ça. Il y avait tout le volet. Alors ça a coûté relativement cher, mais je pense que c'était nécessaire, qu'il fallait le faire. La réforme de la formation professionnelle, je pense qu'elle est incomplète. Elle a été très bien sur le fait de couper les organismes professionnels du financement, enfin de la collecte, qui était très compliquée et très, très, très sombre, je dirais même, et très peu transparent. Je crois que ce que je comprends de l'expérience, c'est que ça reste compliqué encore. On les a gardés pour la partie les organisations professionnelles, pour la partie distribution, et ça reste compliqué. Moi, je considère que la réforme, elle n'est pas complète, mais en tout cas, c'était bien de commencer à s'en occuper. Et puis, il y a eu bien sûr tout le volet fiscal pour le monde entrepreneurial, qui était très important. La suppression de l'ISF, ça faisait des années que je militais pour ça, un impôt qui est un impôt, comment dirais-je, politique, idéologique. C'est la punition, quoi. C'est le gars qui a réussi, on va lui taper sur la tête. Donc ça, c'était bien. Alors, il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas supprimé l'IFI, et je pense que c'est une erreur, parce que je pense que ça décourage les particuliers à investir dans l'immobilier à un moment où on a des pénuries un peu partout. Je pense que c'est dommage, mais en tout cas, c'était bien et courageux. D'ailleurs, il s'est retrouvé avec cette étiquette de président des riches. Qui aurait pu lui coûter cher si on avait été dans un autre climat et dans un autre contexte. Qui aurait pu lui coûter cher. Et pour l'instant, il s'en sort. Et puis, bien sûr, la flat tax à 30%. Donc, il y a eu. Alors, la seule chose, c'est que c'était pas financé par des économies. Oui, je comprends. Et ça, il n'y a pas la réforme de l'État qui va en face et qui aurait été la pierre angulaire de l'ensemble de ce système. C'est ça. Alors après, s'il est réélu cette fois-ci, il y a des gens qui commencent à dire ça, s'il est réélu cette fois-ci, c'est peut-être un doux rêve, mais il n'aura plus le syndrome Schröder. Parce que le problème, pourquoi on ne fait pas des réformes, les réformes sur lesquelles elles ne se font pas, c'est parce qu'il y a le fameux syndrome Schröder. C'est-à-dire Schröder, le chancelier allemand, Gerhard Schröder, qui fait des réformes plutôt utiles, très efficaces, mais qui perd l'élection. Alors à quelques mois près, mais qui perd l'élection. Il n'aura plus ce syndrome-là, puisqu'il ne voudra pas se représenter. Il aura peut-être d'autres ambitions au niveau européen. Après, ça demandera quand même de la volonté. Oui, parce que l'autre syndrome, comment ils appellent ça les Américains, lame duck, l'autre syndrome, c'est que, comme on sait que de toute façon, tu es au bout, tu as une majorité qui te suit avec beaucoup moins d'entrain quand même. C'est le risque, mais il aura peut-être des ambitions européennes après, qui feront rêver aussi, et qui donneront peut-être envie de le porter. Ça veut dire, Denis, parce qu'on est au bout de cet entretien, mais je savais qu'on aurait pu... Non, mais ça veut dire, c'est intéressant parce qu'au-delà de... Il voudra rentrer dans l'histoire, Stéphane. Il voudra peut-être rentrer dans l'histoire aussi. Non, mais revenons sur ces petites pierres qui ont été apportées. Tiens, rendons hommage à Muriel Pénicaud. Elle s'en est pris tellement... ça a été tellement dur pour elle. Ça veut dire que l'action politique, ça sert à quelque chose. Bien sûr. L'action politique, ça sert à quelque chose. On est entouré de gens qui disent ça ne sert plus à rien, tout est à Bruxelles. Et l'action citoyenne de gens comme moi. Et l'action citoyenne, mais ça, on en a fait un débat d'1 heure. Je pense que tu es plus efficace dans l'action citoyenne que dans l'action politique. Mais ça veut dire que l'action politique. Bien sûr, heureusement, Stéphane, sinon ce serait complètement déprimant. Oui, mais beaucoup de nos compatriotes sont déprimés, tu sais. C'est vrai. Et parfois pour de bonnes raisons, parce qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas été faites aussi. Et à fleur de peau. Oui, bien sûr. Ce qui me fait penser qu'un programme aussi violent que le tien. Il n'est pas violent, Stéphane. Il n'est pas violent. C'est au bénéfice des fonctionnaires. Les fonctionnaires seront gagnants. On pourra les augmenter. Ils auront un travail plus intéressant. Ils seront plus assommés de bureaucratie. Je pense ils doivent être impliqués dans ce travail. Ce que fait David Lisnard à Cannes est très intéressant. Il est en train d'entreprendre une réforme. C'est le nouveau modèle, lui. C'est votre nouveau héros, David Lisnard. C'est un libéral, comme moi. Mais c'est le gars qui monte. J'aime bien. C'est un type qui est concret, pragmatique. Et il a le principe de cercle de qualité. Il implique les gens qui font, les fonctionnaires qui font. C'est ça qu'il faut faire. 4 candidats d'extrême gauche. Ouais. Et le seul qui revendiquait une vraie étiquette libérale n'a eu qu'une petite centaine de signatures. Je l'ai aidé, j'en ai amené quelques-unes avec des amis. Merci Denis, merci beaucoup. Stéphane. Denis Père avec nous sur Bismart. Deuxième partie de cette émission. Alors, j'aurais aimé d'ailleurs demander son avis à Denis Père là-dessus. On n'a pas eu le temps. C'est cette histoire donc qui va commencer à monter. Ça va pas être l'un des thèmes majeurs, on va pas dire ça, de la campagne présidentielle, mais dans les affaires qui nous intéressent, dans les affaires d'entreprise, c'est un sujet qui est en train de s'imposer puisque Emmanuel Macron lui-même en a parlé lors de sa première sortie à Poissy. Vous savez, cette conversation avec un certain nombre d'électeurs. C'est la question du dividende salarié. Et donc cette question de dividende salarié, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dividende salarié ? Justement, c'est pour ça que je voulais vous faire réécouter l'interview que j'ai faite il y a quelques semaines maintenant de Thibault Langsad, l'ancien vice-président du MEDEF. Aujourd'hui, alors il était aussi en charge des TPE-PME. Aujourd'hui, il est PDG d'une entreprise qui s'appelle Jouve. D'ailleurs, on va commencer
parce que c'est important quand même, quand des gars sont des leaders patronaux, c'est important aussi qu'ils puissent démontrer leur capacité à réussir dans leurs affaires, ce que fait remarquablement Thibault Langsad. Donc on commence par parler de Jouve, l'entreprise qu'il est en train de restructurer complètement, Lumines maintenant. Et puis ensuite, on s'écharpe un peu, parce que vous allez voir, on s'écharpe un peu sur le dividende salarié. Thibault Langsad, donc, qui commence par nous parler de Jouve. Jouve était une ETI française classique, très tournée sur les métiers de l'impression. Ouais, c'est intéressant. Raconte, c'est une imprimerie mais qui avait déjà commencé à faire un grand pivot digital. Exactement. On avait commencé la transition numérique dans les années 90 sur la digitalisation du papier. Voilà. Qu'on mettait sur des CD-ROM, on faisait de l'extraction d'informations au travers des documents, puis on était monté aussi sur des métiers de composition. Donc avant d'imprimer, on mettait en forme, en page, on va dire le document. Et puis on a accéléré la transition numérique pour aller sur des activités dites BPO, donc du Business Processing Outsourcing, donc faire la délégation de gestion sur des flux documentaires. Et puis on a totalement quitté il y a 2 ans les métiers d'imprimerie, où j'ai vendu les métiers d'imprimerie. On est devenu une entreprise 100% digitale. J'avais voulu changer de nom à cette époque-là, puis est arrivée la crise Covid. Et puis, on n'a pas pu communiquer. Mais 100% digital avec, alors si je ne me trompe pas, une spécialisation autour des brevets et de l'ensemble de ce qu'il faut mettre en place pour obtenir ces brevets. Mais ça, il y a 5 ans, ce n'est pas du tout dans le portefeuille d'activité de... Alors, si c'était déjà dans le portefeuille, déjà dans le portefeuille d'activité. On faisait déjà du traitement de brevets pour l'Office européen des brevets, pour l'Office mondial des brevets. On a gagné, fort de ce savoir-faire, l'Office allemand des brevets, et puis on a gagné en juin dernier l'Office américain des brevets. Tu peux m'expliquer ce que c'est que le... C'est très simple. Vas-y. Quand une entreprise dépose un brevet, elle envoie un flux documentaire. Elle envoie un descriptif de son brevet, elle envoie des schémas, des dessins, des articles de presse, la description d'arrêt de son brevet. Tout ce flux documentaire, il arrive à l'office qui va regarder, essayer de le mettre en forme, comprendre pour identifier le caractère innovant. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous recevons tout ce flux, généralement par mail, on le craque, c'est-à-dire tous les documents qui sont du PDF, du Word, des images, on le synthétise, on le met sur un seul document. On enrichit le document parce qu'on a un historique de documents brevets et on facilite au travers de cela l'identification du caractère innovant. Et l'ingénieur qui va identifier le brevet, il va passer à peu près une demi-heure sur le dossier, là où il pouvait passer quelques journées. Et donc, on facilite un flux documentaire de façon quasiment instantanée, puisque ce sont des algorithmes qui travaillent derrière. Alors, quand vous déposez 150 000 brevets par an, les Américains en déposent plus de 250 000, eh bien, on facilite le traitement, ce qui permet à l'entreprise de pouvoir obtenir son brevet beaucoup plus rapidement. Et enfin, ça a quelle part dans ton chiffre? Donc, on va en dire un mot, la clé d'un contrat très important que tu as obtenu aux États-Unis, mais c'est quelle part de ton chiffre d'affaires, ça, aujourd'hui, cette spécialisation? Aujourd'hui, on fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et sur la partie brevet, on est à peu près autour de 15 millions. Et... Ah oui, donc c'est pas si important que ça, finalement, ça va monter en puissance. Ça va monter en puissance. Et c'est venu en lumière parce que c'est le fameux contrat américain. Exactement, et nous allons doubler notre chiffre d'affaires, en partie avec notre contrat américain. Alors ça, il faut en parler, parce que c'est là qu'on commence à tirer des enseignements quand même très très intéressants sur la vie des entreprises. Donc, tu l'as dit, Jouve, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a du monde quand même. Enfin, Jouve, Lumines, je ne m'y fais pas encore. 2000 personnes, hein, c'est ça, c'est 2000 personnes. Hein. Un peu moins de 2000 personnes. Un peu moins de 2000 personnes. Je crois que tu l'as dit plus ou moins. Donc, les États-Unis te confient quoi? Tu vas processer l'ensemble des brevets qui seront déposés aux États-Unis? Exactement. Auprès de l'Office américain des brevets, l'équivalent de l'INPI français. Et ce qui te bluffe, c'est qu'ils ont confié ça à une ETI, et même une petite ETI, quasiment une grosse PME, française. Eh oui. Mais c'est là où les Américains sont extrêmement pragmatiques. Les Américains, ils se disent, voilà, on a un flux documentaire brevet qui est très lourd, on n'est probablement pas les meilleurs pour gérer ça. Regardons ce qui se passe sur le marché. On va voir l'Europe, puisque l'Europe dépose à peu près le même nombre de brevets que les Américains. Ils vont interroger l'Office européen des brevets pour dire comment vous travaillez. L'Office européen des brevets dit, voilà, nous on a des prestataires, on est identifiés, les Américains viennent nous voir. Les Américains disent, bah écoutez, ça nous intéresse, faites-nous une preuve de concept. Bon. Je dis, je veux bien, mais une preuve de concept, ça va nous coûter un peu de sous. Ah non, on vous paye. On vous paye la preuve de concept. Et le montant qui paye, je vais taire les montants, c'est à peu près un de mes gros contrats que j'ai chez Lumines. Alors, ils payent. Alors, ils disent, bah, c'est super. Est-ce que vous êtes prêts à concourir à un appel d'offres pour juste émettre des informations? Alors, on dit oui.
Puis après, on dit, ah, c'est super, vous avez bien répondu à ce RFI. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à un appel d'offres, cette fois avec un pricing de ce que vous mettez en œuvre? Ben oui. Et après, on dit, ben voilà, maintenant vous êtes détenteur du marché. Alors la petite histoire, c'est Mais que... c'est complètement dingue. C'est eux qui sont venus te chercher. C'est eux qui sont venus me chercher. Après, on a répondu, on a proposé. Bien sûr, non, tu l'as très bien décrit. Et après, il dit, voilà, le marché, il est 1,4 milliard. On vous demande de développer aux États-Unis, de mettre en place 1000 personnes. Bon. Et on veut que vous soyez prêts dans un an. Et pour ça, on vous donne l'équivalent à peu près de 100 millions pour mettre en œuvre le dispositif. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit, c'est super, mais il y a un moment, ils vont me demander une garantie d'exécution, ils vont me demander une garantie financière, ou tout simplement, ils vont réaliser que mes fonds propres correspondent pas à la taille du marché, ou que, ce qu'on dit souvent en France ou en Europe, vous êtes en position de client unique, dépendance économique. Dépendance économique, on va donc je me suis dit, c'est non, quoi mais le attends, coup de moi c'est manivelle? l'entrepreneur. Tu sais, il y avait une pub pour la Société Générale que j'adorais, forcément tu t'en souviens. Le gars visite l'usine, le gars fait des lampes, ou des chaises, ou des lampes. Il visite l'usine, et tout à coup, le gars, vous en prenez combien? 10, 20, non 2000, et il se tourne vers son chef d'atelier, genre on le fait pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse. À un moment, tu te dis, mais est-ce que je vais pas mettre la boîte par terre, à courir derrière quelque chose qui est beaucoup trop grand pour moi? Et plus on posait de questions aux États-Unis, enfin aux Américains, pour leur dire, mais attendez, on comprend pas, un peu à la française. Plus les Américains nous disaient, mais attendez, vous n'avez pas confiance? Vous le voulez ou vous ne voulez pas ce contrat? Alors on s'est dit, on ne va pas proposer trop de questions. Mais on s'est dit, mais c'est immense comme marché au regard de ce que l'on a, on va dire, en termes d'équipement. Maintenant, le challenge est énorme parce qu'on développe tout aux États-Unis. Et oui, ça c'est... Mais d'ailleurs, je le dirais d'un mot, ça me fait furieusement penser à l'aventure d'Aurelia, les horloges atomiques. Il est parti. Est-ce que, Thibault, il va falloir que tu partes aux États-Unis pour monter le truc, quoi? On est, en tout cas, une partie Jean-Yves des Courtois, équipes... le patron d'Aurelia, il a dû partir aux États-Unis. Une partie des équipes sont aux États-Unis. La vigilance des Américains, elles sont liées pour le moment sur la problématique cyber. C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe aux États-Unis. Il faut se rendre compte qu'il y a des endroits dans l'usine de services qu'on va monter auxquels je n'aurai pas le droit d'aller parce que je ne suis pas citoyen américain. Quelle histoire! Et donc je suis obligé de recruter dans l'entreprise qui appartient au groupe, des citoyens américains pour pouvoir traiter cette donnée. Donc on est en train de réfléchir comment on peut le monter, sachant que le savoir, ce que l'on fait, le moteur est en France, est entre Lens et Mayenne. Il faut qu'on fasse une partie d'un transfert technologique dont on reste pleinement propriétaire, mais dont les Américains ont absolument exigé que ce soit sur leur pour sol. que ce soit totalement sécurité. Et depuis ce qui s'est passé aux États-Unis, depuis l'affaire SolarWinds, à l'idée d'avoir un partenaire qui puisse être branché... Il faut que tu me rappelles SolarWinds. Alors, SolarWinds, c'est des fameuses mises à jour qui ont été faites par très juste. Des codes. L'administration américaine, voilà, l'administration américaine a été piratée par l'un de ses prestataires, involontairement d'ailleurs. On prend le meilleur, mais vraiment, on veut s'assurer que tous les protocoles, tous les codages, vous en ayez la pleine maîtrise et que les citoyens américains en aient la pleine maîtrise pour pas qu'on ait cheval de Troie dans notre administration. C'est passionnant sur on ne va pas l'amener maintenant, mais la réflexion sur ce concept très important de souveraineté qui revient en flèche aujourd'hui, la façon dont tu racontes cette histoire, je trouve que c'est très intéressant. Alors je peux même rajouter un petit point, c'est que c'est intéressant à mon avis pour la campagne présidentielle, mais surtout pour l'Europe. Quand on gagne un deal de 1,4 milliard aux États-Unis, j'ai 20% de ce chiffre d'affaires qui doit être généré par des small business américains. 20% de ce chiffre d'affaires, alors c'est compliqué, c'est pas une tâche facile, où je dois trouver des TPE et des PME américaines pour les embarquer dans mon projet. Et ça, c'est pour moi une contrainte. Pour moi, c'est une contrainte. Ouais. Mais c'est la contrepartie, on va dire, de ce qu'on appelle l'American Act, pour pouvoir embarquer les petites entreprises dans des marchés publics. Après, on va dire, les secteurs basiques, services aux entreprises, transport, restauration, etc., peuvent compter dans ces 20%. Ah, bien sûr. Oui, voilà. J'embarque tout le monde. Ça rend le truc un petit peu. Les cabinets de recrutement, j'embarque tout le monde. Et le truc, donc, tu dis, en fait, en France aujourd'hui, même si le gouvernement avait voulu le faire, c'est pas possible. Il n'aurait pas eu le droit de le faire. Non, voilà. Je pense qu'il m'aurait dit, vous vous adossez à Atos, à Soprasteria, à Accenture, à Capgemini, parce que
la faiblesse de vos fonds propres, enfin la taille de vos fonds propres ne sont pas adaptés au marché. Parce que c'est cette question de dépendance économique. Oui, voilà. Il y a plein Tu de es marchés. trop dépendant d'un seul contrat. Oui, alors ce qui me fait doucement rigoler, parce que mon ambition n'est pas de terminer entre les mains de l'État si jamais il y avait une difficulté. Mais voilà, il y a certains appels d'offres en France où je n'ai pas le chiffre d'affaires critique pour pouvoir y répondre. Donc, je peux m'adosser, mais mon adossement, d'abord, il est dangereux. Parce que je peux avoir, pour le coup, un transfert de technologie non maîtrisé auprès de mon partenaire. Ah bah oui. Et puis, je suis dépendant de mon partenaire. C'est pas moi qui réponds conjointement. Généralement, je suis sous la tutelle d'un partenaire qui m'impose ses conditions. Donc, l'ancien vice-président du MEDEF en charge des PME, il dit quoi? Il dit qu'il faut absolument transformer ces affaires de dépendance économique. Je pense qu'il faut transformer ces affaires de dépendance économique. Puis en plus, ça a un autre point, c'est que finalement, ça ne fait que concentrer les gros marchés auprès des gros acteurs. Et on reproduit après des silos. Des silos parce que l'acteur embarque les partenaires qu'il a envie d'embarquer et on est dans son mindset, on est dans sa logique. Donc, quand on construit, on va dire, toute la politique de santé, eh bien, il y a un moment où on construit un hub, un silo. Et puis, on confie toute la partie hébergement à Microsoft. Voilà. Parce qu'on est embriqué dans une logique sans se poser la question de se dire, mais bon Dieu, on a peut-être des partenaires français qui pourraient répondre sur la problématique d'hébergement. Mais moi, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup, tout ce que tu viens de me raconter. Enfin, l'affaire Microsoft, Health Data Hub, ou même l'alliance Thales-Google, etc., je la vois différemment maintenant que tu m'as raconté tout ce que tu viens de me raconter, parce que ça veut dire que les Américains, finalement, font la même chose. Et la question de la localisation des data centers, des informations, voilà, elle est clé. Elle est clé. Je pensais qu'elle était anecdotique, elle est clé. Après, ils sont pragmatiques. Ils disent la meilleure entreprise pour la solution qu'on veut pour l'Office américain des brevets, c'est Lumines. C'est Lumines. En continuant, mais vous venez aux États-Unis, on met en place les firewalls et vous traitez en plus avec des PME américaines. Et t'es vraiment meilleur que tes concurrents? Je le dis comme ça entre nous. Oui, parce que c'est public. Non mais attendez, on verra. Parce que t'es le seul en fait à proposer cette solution aujourd'hui au monde. Je suis le seul à proposer une solution aussi digitalisée, fort du track record que j'ai avec l'Office européen des brevets, l'INPI allemand, l'INPI suisse. Et donc ils ont examiné et ils en ont fait la preuve. Et tu avais une activité aussi de digitalisation de documents d'identité. Alors ça, je le conserve. Voilà. Ça reste. Ça doit donner confiance aussi, c'est-à-dire que tu as un crédit auprès des autorités publiques. Exactement. Notre métier, c'est quoi? C'est qu'on avait des flux documentaires papier. On digitalisait le papier, on les scannait, et puis on en mettait un numéro sur un PDF. Après, ça a été de prendre l'information à l'intérieur du document, et maintenant, nous gérons la data. Nous travaillons pour toutes les banques et nous faisons ce qu'on appelle la rémédiation. C'est quand on encouvre un compte bancaire, on prend la pièce d'identité, le certificat de domicile, un bulletin de paie, on met ces 3 documents en cohérence et instantanément, en quelques secondes, on fait l'authentification forte qui permet d'ouvrir le compte en banque. Bon, c'est bien. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais tout ceci se fait avec une équipe formidable. Non, le MEDEF. Si, ça te manque, on va en parler, c'est la deuxième partie de cette interview, ça te manque un peu quand même. Non, mais entre nous. Non, mais moi je suis un acteur, un entrepreneur, et j'essaye d'être engagé. Mon équilibre, il est en tant que chef d'entreprise, mais sous une forme d'engagement. Après, il faut doser l'engagement, parce que le MEDEF est une machine aspirante, elle est passionnante, mais ça peut être nos limites. Donc, il y a un moment, il faut retrouver des équilibres. C'était au départ, quand les actionnaires de Jouve, alors puisque c'était Jouve, t'ont appelé, le deal, il était déjà là, c'est-à-dire vous étiez d'accord sur le fait que tu allais être un patron, un vrai patron, mais que... il y avait un deal qui était de dire... Tu continuerais à intervenir dans le débat public. Exactement, parce que ça, j'ai des prises de parole, il faut quand même l'expliquer. En revanche, j'avais également dealé une baisse de mes activités patronales qui était plus compatible avec mon activité aujourd'hui. Alors donc, l'un de tes combats, l'un de tes autres combats, et alors il se trouve qu'on est en plein dedans là, c'est l'histoire du dividende salarié, c'est l'histoire de la participation et de l'ensemble de ces dispositifs. Tu m'as beaucoup surpris, Thibault. Alors, si Valérie Pécresse avait sorti ça, ça m'aurait moins surpris, mais de lier donc ton idée, ce que tu soumets au candidat à la présidentielle comme idée, c'est le lien entre distribution des dividendes et établissement dans l'entreprise d'un dispositif de partage du profit quel qu'il soit. C'est ça le truc. Oui, alors, c'est exactement ça, si ce n'est que je pars de la participation existante
que je renforce. Donc je ne crée pas un énième dispositif. Donc le dividende salarié que je propose de mettre en place n'est pas un dispositif complémentaire à la participation à l'intéressement, c'est un renforcement du mécanisme de participation. Mais aujourd'hui, alors je parle sous ton contrôle, puisque ce sont tes chiffres, c'est 15% des boîtes françaises à peu près qui ont un dispositif de participation, c'est ça Oui, voilà. à peu près. Et donc en gros, les autres, si on t'écoute, n'auront pas le droit de distribuer de dividendes. Non. Alors d'abord, je propose de rendre obligatoire la participation pour toutes les entreprises. Donc je propose de rendre obligatoire la participation à toutes les entreprises, à l'exception des entreprises de moins de 11, où je préconise de laisser la prime PEPA, prime pouvoir d'achat, c'est à la main du chef d'entreprise. On est dans une petite entreprise, j'ai de l'argent, je redistribue, j'ai pas d'argent, je ne peux pas redistribuer. Et c'est fait de façon unilatérale par le chef d'entreprise. En revanche, pour toutes les entreprises supérieures à 11, je propose de rendre obligatoire la participation. Je propose de renforcer la formule de participation pour les grandes entreprises pour qu'elle se soit plus rémunérateur. Et pour les petites entreprises, je propose de la simplifier, que ce soit un pourcentage du résultat de l'entreprise, qui est immédiatement lisible pour le chef d'entreprise. Après, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, et c'est là où il faut être très transparent. La grande majorité des chefs d'entreprise donnent des primes et des bonus. On ne le voit pas. On le voit pas. Non, mais tout à fait. Qu'ils utilisent ce dispositif-là, qui est désocialisé, défiscalisé, et qui sera... Ça fait partie du problème, ça, Thibault. C'est-à-dire que, alors je le vois, il se trouve que je lisais un article très intéressant là ce matin dans les Échos autour du, je crois que c'est le numéro 2 européen de, c'est dans le domaine de la plasturgie, enfin peu importe, Chem1. Les gars ont des dispositifs de participation qui sont très très impressionnants. 1500 salariés, 10 000 euros par an, boum. Oui, mais ils sont en grève là, parce que les syndicalistes disent non. On veut du salaire, on veut des éléments sur lesquels pèsent les cotisations. C'est pas possible de sortir. On comprend bien la démarche d'ailleurs de l'entreprise, ça lui coûte évidemment beaucoup moins cher, mais c'est pas possible pour le salarié de sortir comme ça des éléments de rémunération de l'ensemble du dispositif de cotisation et de prévoyance. D'abord, c'est vrai, il ne faut pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. Ben oui, mais c'est à ça que ça ressemble assez souvent quand même. Il ne faut pas que ce soit de la cannibalisation sur les salaires. En revanche, c'est un meilleur partage des richesses produites par l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je tends sur un dividende salarié et je le lie à un deuxième point qui est la fiscalité qu'il faut mettre en œuvre sur le dividende salarié, qui est la fiscalité sur le dividende, pour l'écarter de la fiscalité sur le travail. Après, d'abord, il y a un plafond. Fiscalité sur le dividende, là tu parles du dividende actionnarial. Dans la proposition, c'est les 30%. C'est 30%, et je dis qu'il faut mettre la même fiscalité sur le dividende salarié que je prône, qui est la participation. Parce qu'elle est plus élevée aujourd'hui ? Elle est soumise à l'IRPP. Elle est soumise à l'impôt sur l'équité. Il faut que ce soit mis sur celle du dividende, nonobstant le fait que ce soit, si c'est mis sur un plan d'épargne entreprise, si c'est mis sur un PERCO, il faut que ce soit totalement défiscalisé parce que c'est sur durée longue. Donc ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que ce soit de la substitution au salaire, mais il faut que ce soit un meilleur partage de la richesse. Et c'est très bien, mais le dividende, pour l'actionnaire, il a une fiscalité qui est différente que celle du travail. Oui. Et le salarié qui contribue à du dividende de travail, c'est comme ça que c'est marqué dans la loi. Oui. Dans l'esprit de l'ordonnance 67, c'est du dividende de travail, j'appelle du dividende salarié, il faut que ce soit soumis à la même fiscalité. C'est pour ça qu'il faut un traitement différent. Après, il n'y a pas de risque de cannibalisation. Soumis à la même fiscalité, le prélèvement forfaitaire unique, il est de 30%, d'accord, oui. Pour les actionnaires. Il y a quand même malheureusement très très peu de salariés français qui sont au-dessus du barème de 30% c'est pour ça que je sur l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que je propose une trajectoire de 5 ans pour le ramener à ce niveau de fiscalité, mais je propose également de le doubler, puisque je propose une simplification de la formule de participation qui double le montant enclenché par les entreprises. Thibault, ce que je trouve pervers, c'est le lien que tu fais entre les deux. Je veux dire, la première rémunération du salarié, c'est son salaire quand même. Bien sûr. L'actionnaire n'a pas d'autre rémunération que le dividende. Bien sûr. Mais il y a un moment où on ne peut plus ne pas prendre en compte dans la richesse produite les collaborateurs. Mais ils ont un salaire, enfin. Bien sûr. Mais Stéphane, je rappelle un point, et ça fonctionne comme ça depuis 1967. La participation, la formule de participation, je peux la rappeler si tu le souhaites, qui est le bénéfice net fiscal de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5 multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée, je t'ai perdu, peu importe. Ah non, dans l'esprit du général de Gaulle, et qui anime la répartition, est une quote-part du dividende. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut le renommer, et dans la loi c'est dividende travail, il faut le renommer dividende salarié. Et Stéphane, on peut dire tout ce qu'on veut, mais chaque année,
et ça commence maintenant, et on va feuilletonner jusqu'au mois de juin. On va tirer sur les entreprises parce qu'elles auront des résultats records, elles auront des bénéfices records. Moi, je propose, c'est de renommer cette participation en dividende salarié, faire en sorte qu'elle soit plus contributive, mais qu'elle reste dans les esprits de 1967. Si tu veux réconcilier les Français avec le capital, si tu veux 67, réconcilier... mais c'est une période de croissance. Là, tu peux avoir besoin d'un soutien actionnaire important. Et alors, c'est une formule. Je ne dis pas que c'est un tiers. Ma formule, c'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est pas un tiers pour l'entreprise, un tiers pour le salarié, un tiers pour l'investissement de l'entreprise. C'est ce qu'on croit comprendre. Ben non, je le redis et je le dis simplement, c'est pas ça, c'est une quote-part. Je dis, il faut garder la formule de participation, qu'il faut renforcer et la rendre plus contributive. L'intéressement, c'est du salaire. L'intéressement en entreprise, on fixe des objectifs qui peuvent être des objectifs extra-financiers. Quand on arrive en fin d'année, on relève les compteurs, on verse une rémunération complémentaire qui s'adresse essentiellement, enfin qui est une forme de salaire. La participation qui fonctionne dans toutes les entreprises est une quote-part du dividende. Je dis, soyons pas hypocrites, il faut le renommer. Et que ce soit le plus contributif sur le partage de la valeur, faisons-les. Aujourd'hui, l'État prend 20% au titre du forfait social. Baissons le forfait social. Permettons aux entreprises de mieux rémunérer au travers de ces dispositifs-là. Après, baissons la fiscalité sur le travail, baissons le poids des charges sur le travail, et peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin de tous ces dispositifs qu'on a mis en place en France pour pouvoir trouver des biais compte tenu de la pression fiscale. C'est ça mon problème. Mais je le dis, voilà. Mais il y a un moment, si on veut que ce soit audible, au moment où on travaille sur un capitalisme rénové, sur le partage de la valeur, nous devons être plus transparents et nommer les choses. Et tout le monde est d'accord avec toi. Enfin, tu as vu beaucoup de monde dans le dernier communiqué de toi que j'ai lu. Là, tu dis, je vois tous les partenaires sociaux. J'ai vu parler de ça, tous les etc. partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux. Tous les partenaires sociaux sont à l'aise, peut-être pas avec la formulation, parce que mais un dispositif de plus. Quoi. Mais non, c'est pas un dispositif de plus. Mais si tu le rends obligatoire, donc c'est un dispositif qui existe déjà, que j'étends. Après, le patronat, le MEDEF ne peut pas être confortable avec un dispositif obligatoire, et je le comprends. Néanmoins, il y a bien aussi une volonté de réconcilier les Français avec le capital. Et dans les petites et moyennes entreprises, il faut qu'ils mettent en œuvre les dispositifs d'intéressement et de participation. Les masses salariales vont augmenter de 10% dans les TPE-PME dans les 5 prochaines années. Ils ne pourront pas y arriver s'ils ne mettent pas en place des dispositifs complémentaires. Et après, quand on regarde les politiques, d'abord, je me réjouis que Valérie Pécresse le cite. Ah bah oui, elle le met en avant. Tout le monde adore ton histoire. Tout le monde le met en avant. Au-delà de la sémantique. Ils adorent ça, c'est dirigiste, social. Je pense que réconcilier les Français avec le capital, on est le seul pays au monde où on tire à boulet rouge sur les entreprises parce qu'elles ont des résultats importants et qu'elles redistribuent des dividendes. Voilà, il y a un peu de sémantique. Tu crois que ça calmera un petit peu Mais bien sûr que ça calmera. Et au lieu d'appeler ça dividende, participation, c'est du dividende. Renforçons-le, rendons-le plus effectif dans les entreprises. Voilà donc notre entretien avec Thibault Langsat. Vous en savez plus désormais, enfin j'espère, sur le dividende salarié. Ça reste quand même un tout petit peu confus, hein, on est bien d'accord. Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi pour d'autres débats. Bonne soirée sur Bismart.